Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Paul Watkinson, bonjour. Bonjour. Facilitateur, négociateur multilatéral des COP, évidemment. On va parler de la COP 30, la 30e conférence des parties sur les changements climatiques qui vient de s'ouvrir au Brésil. Les chefs d'État sont arrivés hier au moment où on enregistre cette interview. Mais alors d'abord, j'ai vraiment une curiosité sur votre métier, négociateur multilatéral des COP. Je comprends bien ce que ça veut dire, mais en quoi ça consiste? Alors, d'une certaine façon, je change de métier parce que je ne suis plus négociateur, Oui. je suis plus en charge de ces questions cette année. Mais pendant de longues années, je pilotais la délégation française, j'étais au ministère de la Transition écologique, donc préparer la position en interne, en interministériel, avec notamment nos collègues de l'Union européenne, parce que c'est vraiment un travail où l'Europe parle d'une seule voix. C'était ça, que c'était très important il y a quelques jours, que l'Europe se mette d'accord sur sa contribution en amont de la COP. Mais j'ai également joué un rôle dans l'équipe de la COP 21 et j'ai par la suite présidé une des commissions, si vous voulez, de la COP, ce qui s'appelle un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique. C'est là où on fait une grande partie des travaux de préparation de textes et de décisions de la COP. Ça se joue beaucoup avant, pas seulement, mais ça se joue beaucoup avant. Il y a 2 semaines de réunions qui ont lieu en juin, plutôt à Bonn, c'est le siège du secrétariat de la Convention climat. Et donc on passe du temps à préparer tout ça. Et c'est pas simplement ces semaines où les parties se retrouvent, les 15 jours à Bonn, les 15 jours de la COP, où là la pression monte pour vraiment arriver aux parce décisions. qu'il y a la pression médiatique aussi. Ah, exactement, et la pression politique. Bien sûr. Avec les chefs d'État qui arrivent, qui envoient le message d'attente de décision, etc. Mais c'est piloter ça, c'est aider les parties à se retrouver sur des pistes de compromis. Et c'est compliqué dans ce processus multilatéral parce qu'on ne peut pas voter. On est presque 200 pays autour de la table de la Convention climat et avec des intérêts très divergents, évidemment. Les petits États insulaires qui veulent le maximum d'ambition, des pays comme l'Arabie Saoudite qui défendent quand même le maintien de la production pétrolière. Donc entre eux et les pays développés, les pays en développement, les différentes tensions géopolitiques jouent à plein. Et donc faciliter les solutions, c'est surtout un travail d'écoute. C'est quelque chose que Laurent Fabius a fait surtout très très bien lors de la COP de Paris. Créer la confiance des parties, chercher les compromis et guider les pays. Ne pas négocier avec chacun, parce que si on cherche à négocier avec chacun, on est perdu. Mais faire en sorte que les gens arrivent à un compromis, c'est ça qui est particulièrement difficile dans ce processus. Et évidemment, on va raconter comment ça s'est passé il y a 10 ans pour ces accords de Paris. Aujourd'hui, vous êtes dans cet univers, vous y continuez d'y participer différemment. C'est quoi votre... Je deviens effectivement conseiller, consultant indépendant pour travailler avec les acteurs sur ces questions. Donc, je continue à écrire pas mal sur ces questions, participer aux différents événements, notamment sur comment on peut changer ce processus pour faire moins de négociations. J'ai passé une vingtaine d'années à faire de la négociation, mais on a négocié... Pourquoi il faut qu'il y en ait moins, en fait? Parce qu'on a créé effectivement le cadre dont on a besoin. Avec l'accord de Paris, la communauté mondiale s'est dotée d'une boîte à outils, de l'accord lui-même et de toute une série de décisions d'application. Maintenant, il faut vraiment passer à la mise en œuvre. Bien sûr, on va réviser, on va revenir là-dessus. À ce moment-là, on revient sur la négociation. Mais de plus en plus, on est comment faciliter la mise en œuvre, comment travailler ensemble, et ça dans une optique de plus en plus concertée. Et ces concertations, c'est avoir une vision de comment bien travailler pour avoir des résultats. C'est ça qui compte. Dans cette interview, il y a plusieurs chapitres. Forcément, on va se poser la question de cette COP 30 et de ce qu'on peut en espérer. Mais alors, je voudrais quand même qu'on revienne, parce que c'est les 10 ans de l'accord de Paris. Donc, vous étiez l'un des plus proches conseillers de Laurent Fabius. Dans quel état d'esprit vous êtes dans peut-être 15 jours avant que ça commence? Est-ce que c'est déjà gagné, parce qu'il y a eu des négociations, ou alors est-ce qu'au contraire, il y a un énorme travail qui vous attend encore? Rien n'est gagné avant le dernier jour, avant le marteau qui tombe. C'est vrai que la présidence française en 2021 avait fait un travail très en amont. On a parlé de quelques semaines de négociations au milieu de l'année, mais c'était toute une série de rencontres bilatérales, des ambassadeurs qui voyageaient, des ministres eux-mêmes qui voyageaient, de rencontres
pour préparer ce moment. Donc tout ça, déjà avait eu lieu. Donc la préparation avait été faite, mais quand même, arriver au bout, c'était nécessaire de piloter les 15 jours de la conférence. Travailler avec les parties sur l'élaboration d'un texte de base qui était toujours truffé d'options, et surtout ensuite affiner les choix de la fin de la conférence, réduire le nombre d'options pour y parvenir. Et ça, c'était vraiment pas gagné d'avance. On aurait pu échouer, mais il y avait une vraie volonté de réussir. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement qui sont venus le premier jour de la COP, initialement, on n'était pas convaincus de l'intérêt d'avoir un sommet lors de la COP, mais ça envoyait un message très clair, que tout le monde attendait à ce que les ministres et les négociateurs produisent un résultat. Partir de Paris sans résultat n'aurait pas été acceptable. Tout le monde avait cette pression. Et donc, c'était trouver ce compromis qui était non seulement un compromis, mais un bon compromis. Quelque chose qui était un texte à hauteur du défi. Quel bilan vous en faites 10 ans après? Bon, évidemment, ce qu'on a fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est faire une boîte à outils. L'accord de Paris n'a pas résolu le changement climatique. Non. Et malheureusement, ça continue à grimper. Les émissions ont augmenté l'année dernière, encore plus que les années précédentes, ce qui est inquiétant. Et on a dépassé pour la première fois les 1,5 degrés en 2024. Et donc, on n'est pas, pour l'instant, sur la bonne voie. Les partis sont en train de mettre sur la table le nouveau plan d'action, ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, les CDN. Tout le monde ne l'a pas fait pour l'instant. Et évidemment, les États-Unis sont partis, ce qui est problématique. Lorsqu'on les totalise, on n'est toujours pas sur la bonne voie. Le programme des Nations Unies de l'environnement vient de faire l'analyse il y a quelques jours. On est sur une voie qui nous mène à 2,3, 2,5 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Et chaque 0,1 a son importance. Chaque fraction de degré compte. Donc, on a besoin de renforcer l'effort. Cela étant, on est mieux placé qu'avant Paris, où c'était 4 degrés. Et on voit également d'autres changements. La baisse des coûts des technologies, notamment des énergies renouvelables, photovoltaïques, les batteries, les véhicules électriques. La technologie se met en place. L'investissement également va dans le bon sens. Il y a, au moment de Paris, l'investissement dans les énergies fossiles était déjà toujours beaucoup plus élevé que l'investissement dans les énergies renouvelables. Maintenant, ça s'est renversé. C'est 2 fois plus d'investissement selon l'Agence internationale de l'énergie, 2 000 milliards qui vont vers les énergies renouvelables. C'est un bon signe. Encore une fois, ce n'est pas assez. La question, c'est comment maintenant renforcer ça, passer à l'acte et corriger le tir. On va évidemment se concentrer sur cette COP30. Vous dites à propos de cette COP30 au Brésil, c'est une occasion de réaffirmer l'engagement en faveur de l'action multilatérale pour le climat, malgré les vents contraires significatifs. Évidemment, je vais vous parler de ces vents contraires qui viennent quoi? D'abord des États-Unis? Pas seulement, mais d'abord des États-Unis. Pas seulement. Clairement, la défection des États-Unis est une mauvaise nouvelle. C'est pas la première fois. Ils ont quitté Kyoto, ils ont quitté l'accord de Paris une première fois. Là, c'est la 3e fois, effectivement. Donc, il faut avancer sans les Américains, ce qui est difficile. Mais la question, c'est l'Europe, la Chine, l'Inde, le Brésil, qui est très bien placé vraiment au centre de l'ensemble des groupes du monde. Il faut réaffirmer le soutien au multilatéralisme et à l'action sur le climat. C'est vraiment le rôle de la réunion il y a quelques jours des chefs d'État, les chefs de gouvernement, pour réaffirmer ça. Il faut des résultats lors de cette conférence. Et des résultats qui ne sont pas que encore quelques mots dans un texte. C'est vraiment passer à comment la collaboration concrète peut nous aider à avancer. Il y a un exemple intéressant, c'est sur la question du financement des pays en développement. On peut même parler d'un mur ou d'un Everest de financement auquel on est confronté. Est-ce que, alors vous, même si vous n'êtes plus au cœur des négociations, je pense que vous connaissez bien l'état d'esprit des uns et des autres, est-ce qu'on peut espérer un accord là-dessus, ou est-ce que le fait que justement il n'y ait pas les États-Unis et d'autres pays, l'Argentine n'a pas envoyé de représentants non plus dans la foulée de la décision naturelle, est-ce que vous êtes plutôt optimiste là-dessus ou pas? Je pense qu'il ne faut pas passer du temps à être optimiste ou pessimiste, il faut être déterminé. C'est déjà il faut vraiment agir et pousser l'action. Et donc vous dites quoi? Il y en a qui sont déterminés?
Je pense à agir sur la cette question du détermination est là. Je financement? pense que c'est ce que cherche à faire la présidence brésilienne. Oui. Ils ont mis sur la table deux choses. Ils ont mobilisé des ministres des Finances en amont de la Ok. conférence, un cercle des ministres des Finances. Ça, c'est quelque chose d'important parce que traditionnellement, la COP, ce sont des ministres de l'environnement, des ministres du climat. Si on veut vraiment mobiliser l'argent, si on veut transformer le système financier international, il faut des ministres des Finances également. Et ils ont préparé une feuille de route conjointement avec la dernière présidence de l'Azerbaïdjan, de la COP 29 l'année dernière, qui commence à esquisser une série d'actions. Ils ont même décliné ce qu'on devait faire en 2026, 2027 pour avancer. Alors ça n'a pas besoin d'être accepté par tout le monde, mais il faut avancer dans l'action. Et de plus en plus, ce dont on a besoin, c'est le leadership de la présidence de la COP, la capacité de mobilisation et de convocation, surtout de ces différents acteurs dans différents domaines. Utiliser un peu le soft power de la COP, qui ne peut pas prendre la décision sur les finances, mais qui peut impulser d'autres, les acteurs, les banques multilatérales de développement, les banques locales, et ensuite créer les conditions pour l'investissement privé d'être transformé. Vous parliez de multilatéralisme, c'est un des rares espaces où il existe encore à peu près, le multilatéralisme. Le multilatéralisme est ce dont on dispose. On est dans un monde fragmenté. On a toujours été dans un monde fragmenté. La souveraineté nationale reste très importante pour la plupart des États, pour tous les États. On n'a pas de dictateur mondial qui est capable de dire quoi faire. Et heureusement, peut-être, parce que... Donc, on a besoin de trouver des moyens de se mettre d'accord. Oui, mais encore faut-il que tout le monde vienne autour de la table. Quand les États-Unis ne sont pas là, et que... Alors, c'est pas le premier Donald Trump, hein. L'isolationnisme américain n'a pas attendu Donald Trump. Mais quand même, quand les États-Unis ne sont pas autour de la table et ont un discours clairement anti-multilatéralisme, ça complique la donne, quoi. Ça complique la donne, mais ça renforce la responsabilité des autres, notamment l'Europe, mais également la Chine. Nous avons besoin, nous sommes dans un monde qui est multipolaire. On le dit souvent, on n'est plus dans le monde uniquement unipolaire du Nord dominé par les États-Unis. C'est ça la complexité de l'équation. C'est un monde qui est en train de changer. Et ce changement, ce glissement n'est pas du tout arrivé au bout. Donc ça fait partie de la complexité de traitement du climat où les pays du Nord ont le sentiment de perdre un peu le leadership qu'ils avaient de l'économie mondiale depuis 2 siècles. C'est une bonne chose, mais c'est quand même douloureux. Effectivement, avec la Chine qui est en train de prendre un virage environnemental qui est quand même très intéressant. Quand on regarde les investissements dans les énergies renouvelables, je crois que la Chine investit plus à elle seule que tous les autres pays de la planète en énergie renouvelable. Alors, ça reste un pays très polluant, mais qui est en train de passer son pic de pollution, c'est ça, on peut dire ça? On espère que la Chine arrive maintenant à un pic des émissions. Elle garde une ambiguïté sur l'année précise, etc. Les annonces de la Chine ne sont pas extraordinaires. Elle pourrait faire plus. On est tous un peu de cet avis-là. En revanche, la Chine crée les bases industrielles pour diriger la transformation. Dominer les industries propres de production de panneaux solaires, de voitures électriques. Maintenant, c'est vraiment la Chine qui assume le leadership dans ce domaine. La question, c'est à quel moment la Chine commence vraiment à basculer entre l'infrastructure fossile qu'elle a mise en place, qui est énorme, la consommation de charbon, la consommation de pétrole, qui commence à baisser, mais pour l'instant, ne fait pas. La charbon, ils sont toujours en train de construire. Mais est-ce qu'ils utilisent ces centrales? Et à côté, ils construisent l'industrie de demain et l'infrastructure énergétique de demain. Le moment où la Chine décide définitivement le point de bascule, c'est un moment très important. Jusqu'ici, elle garde l'ambiguïté. Elle est dans une sorte d'ambiguïté. Un peu la possibilité. Et c'est là, d'autres, on doit travailler avec elle en disant, c'est votre responsabilité. Face à la défection des Américains, c'est important. Oui, mais alors on voit bien qu'elle en fait aussi un outil de géopolitique et de pression géopolitique. Ça, alors c'est plus complexe avec les terres rares et ce que la Chine a annoncé il y a quelques jours, mais ça impacte notamment tout ce qui est énergie renouvelable, pas seulement puisque les terres rares, on les retrouve finalement au bout de la chaîne dans énormément de nos activités, de la défense à l'automobile, en passant par les éoliennes, les robots médicaux, etc., etc. Je ne vais pas faire toute la liste, mais on peut, alors soit on voit la bouteille à moitié pleine, soit à moitié vide, soit on se dit
la Chine elle a un levier d'action et qui met en péril notre souveraineté, ou alors on se dit ça peut l'inciter à aller encore plus loin dans la transition environnementale. Je pense que notre relation avec la Chine va être très complexe dans les décennies à venir. C'est à la fois un partenaire essentiel et un concurrent. Et un concurrent qui joue dur, qui est en train de gagner des parts de marché au niveau international et s'intéresse à l'avenir de son industrie, de sa compétitivité. Donc l'Europe, les autres pays ont également à s'intéresser à ce que nous faisons nous-mêmes. Mais néanmoins, il faut trouver les endroits où la coopération joue. Et dans le domaine de la défense du multilatéralisme, les synergies d'intérêt sont très fortes. Et c'est là où on doit travailler ensemble et trouver comment collaborer sur certains points, par exemple avec les pays du Sud. La Chine attire énormément d'investissements. Mais pour l'instant, encore une fois, je reviens sur les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Il y a beaucoup d'investissements dans les énergies renouvelables, mais 85% va aux pays du Nord et la Chine. Ça laisse 15% pour le reste du monde. Ça, c'est pas acceptable. Ça doit changer. Et c'est cet élargissement au Sud qui est vraiment essentiel pour la question de justice, la question d'équité dans la lutte contre les changements climatiques. On va parler un peu du secteur des transports et du rôle du secteur des transports, parce que l'un des principes de cet entretien, c'est que celui ou celle qui était à votre place la semaine dernière pose une question. Et donc, c'est en l'occurrence Manuela Roca, qui est la directrice générale adjointe de TELT, c'est le tunnel ligne TGV Lyon-Turin. Et alors, évidemment, elle vous a posé une question sur les transports. On l'écoute. Bonjour Paul, j'ai une question pour vous. Quelle est la contribution que vous attendez du domaine des transports et notamment du réseau nouveau européen pour arriver aux objectifs de la COP ? Alors, évidemment, elle va plaider pour le développement du rail, et c'est normal, mais quand on essaye de parler d'efficacité, vous disiez il faut être volontaire et il faut maintenant passer à l'acte et à l'efficacité, le développement du rail, notamment en Europe, c'est un enjeu majeur. Tout à fait. Il est évident qu'on doit totalement décarboner nos déplacements, que ce soit la voiture individuelle et les transports en commun. Et on sait bien que le rail est une excellente solution pour les transports sur 3-4 heures, 6 heures même. Et en Europe, c'est le gros de nos déplacements. On peut continuer à améliorer le transport, les trains à grande vitesse, les trains de nuit également ont un potentiel pour les voyages un peu plus longs. Malheureusement, on voit va pas tout à fait dans le bon sens en ce moment. Il y a des hauts et des bas et on entend que ça s'arrête encore une fois. Mais c'est une solution décarbonée par excellence. Dans un monde où on décarbone notre production d'électricité, les trains, c'est ça dont on a besoin pour une grande partie de nos déplacements entre villes. En Europe, c'est vraiment ce qu'il faut renforcer encore. Oui, mais alors au niveau mondial, le secteur aérien, là, prévoit une croissance des déplacements. Et c'est vrai que c'est compliqué pour nous qui avons profité de l'avion pour découvrir le monde et d'autres cultures pendant des décennies, de se dire on ne va pas interdire aux pays émergents qui, au fur et à mesure qu'ils gagnent en croissance, voient leur classe moyenne vouloir prendre l'avion. C'est un défi compliqué quand même, un débat compliqué. La question était plus particulièrement par rapport à l'Europe et là c'est très adapté. C'est sûr, il y a beaucoup de pays où la construction de tout un réseau, de toute l'infrastructure de trains est compliquée à cause des distances, à cause du terrain et autre chose. Donc l'avion... c'est taillé vraiment une part très importante. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour décarboner l'aviation ? C'est un des défis les plus difficiles. Il y a un intérêt dans les carburants décarbonés d'une certaine façon, mais compensés. Tout le monde en veut, il n'y en aura pas assez, il coûte beaucoup plus cher, c'est compliqué quand même. Et de temps en temps, on entend parler de l'avion électrique, mais le problème d'un avion électrique, les batteries, c'est lourd. On ne peut pas transporter 500 personnes dans un avion électrique. C'est pas du tout la même chose que pour passer à la voiture électrique, où on peut avoir
on augmente maintenant l'autonomie pour arriver à quelque chose qui est tout à fait acceptable. Donc le défi pour les transports, c'est un des défis qui va être le plus difficile à relever. Mais on ne devrait pas s'arrêter là. On devait décarboner tout le reste, décarboner déjà l'ensemble du système électrique, décarboner les transports de quotidien, que ça soit les transports en commun, que ça soit la voiture individuelle ou des solutions intermédiaires, partager les transports, etc. L'avion, je ne dis pas qu'on laisse ça à la fin, il faut avancer là-dessus, mais se pose la question de nos choix, de nos comportements également. Et là, c'est un choix politique très difficile. Est-ce qu'on commence à dire on fait un peu moins? Alors, puisqu'on est, on vous a invité pour parler des COP, on est évidemment au cœur de l'action des États et de ce pouvoir réel qu'ont les États. Je voudrais quand même qu'on parle un peu du rôle des entreprises. Voilà, on s'adresse à des chefs d'entreprise, à des cadres d'entreprise, à des salariés d'entreprise dans nos émissions. Quel rôle vous voyez les entreprises jouer dans cette transition et dans la capacité à atteindre, peut-être un peu tardivement, ce qu'on s'était donné comme objectif aux accords de Paris? Bon, je disais tout à l'heure, avec l'accord de Paris, on s'est doté d'une boîte à outils. On a la boîte à outils pour les États. On met en place des plans d'action, on fait du reporting, un suivi, etc. Mais la mise en œuvre, c'est toute une série d'acteurs qu'il faut être mobilisés. Il faut que ça se décline au niveau territorial, avec les collectivités, et au niveau des acteurs économiques. Le rôle des entreprises est vraiment critique dans la transition. On sait ça sur le plan national, mais au niveau international, c'est encore plus vrai. L'investissement se fait en grande partie par les entreprises. L'innovation se fait également avec les entreprises. Un travail parfois conjoint entre les États et les entreprises. Il faut que les États leur donnent un cadre facilitateur pour investir dans la décarbonation. Ce dont on a besoin, c'est le signal. Le signal qui vient des États. C'est pourquoi un certain flottement ces derniers temps au niveau européen n'est pas le bon signe. Il faut garder le cap de net zéro 2050 pour l'Europe, 90% en 2040. Et surtout, ça envoie un signal aux entreprises pour investir dans ce domaine. Là où on a besoin d'une vraie réflexion maintenant, c'est réconcilier le débat sur la compétitivité et sur la transition. Ça nous renvoie sur les questions de comment imaginer une véritable politique industrielle, quelque chose qui manquait. C'était presque tabou depuis quelques décennies de parler de politique industrielle, mais dans la transition devant nous, la Chine agit. L'Europe a besoin d'agir avec son industrie, avec ses entreprises, et on a besoin de réfléchir à l'articulation entre ça, nos politiques commerciales qui sont également bafouées par la politique de Trump et des États-Unis, et faire en sorte que ça crée les conditions favorables au changement. Sauf que, et vous l'avez dit tout à l'heure, on est plutôt dans une période... alors on parle de bâclage, de retour de bâton ou de coup de frein. Quand on entend Donald Trump, alors là c'était dans le temple du multilatéralisme à l'Assemblée générale des Nations Unies dire que le changement climatique est l'arnaque du siècle, il envoie un signal aussi aux entreprises. Et notamment aux entreprises européennes qui font du business aux États-Unis. Donc, est-ce que ça ne va pas les inciter à se dire, bon, bah, finalement, c'est moins notre priorité, ou on va moins, en tout cas, communiquer sur le fait que les investissements de décarbonation soient une priorité? Il y a effectivement un changement en cours. Un changement entre tout le système industriel, économique mis en place au 19e, 20e siècle, et un système qui est vraiment pour le 21e siècle et pas la suite. C'est naturel. Que ça craque, que ça grince. C'est difficile maintenant parce qu'on s'attaque au sérieux. Au début de la période Kyoto, etc., il y a 10, 20 ans même, on était dans les réductions marginales. On commençait à dire, voilà, on améliore des choses. Maintenant, il faut transformer. Il faut transformer en profondeur. C'est pour ça que ça devient difficile pour les entreprises, pour les individus. Difficile ne veut pas dire impossible. Mais il faut trouver comment, associer ou rendre audibles les voix des entreprises qui agissent et qui voient l'opportunité dans la transformation. Et non seulement la voix qui est portée par Trump, qui est portée par d'autres. Qui en fait un combat presque culturel. C'est un changement qu'il faut gagner. Mais il faut associer les gens. Il ne faut pas que ça soit casser quelque chose, mais il faut que ça marche pour les gens, y compris les citoyens.
qu'il ne faut pas oublier dans cette équation. Et parfois, les politiques climatiques n'ont pas suffisamment associé les citoyens en amont, et on voit ça qui est exploité dans ce backlash et ce populisme. Ouais. Un dernier mot sur cette COP 30. Est-ce que c'est une COP dont on attend une grande annonce ou pas forcément ? Je pense que les sujets à l'ordre du jour ne sont pas les sujets qui donneront la grande annonce en tant que telle. C'est plutôt la façon qu'on fait vraiment le pivot vers la mise en œuvre. Ce que je voudrais bien voir, depuis 10 ans, on fait toute une série d'annonces et initiatives qui sont lancées. Mais il n'y a pas eu de service après-vente. On a besoin que la présidence fasse un packaging de tout ça, avec vraiment un suivi, service après-vente. Qu'est-ce qu'on fait en 2026 ? Ils ont déjà commencé à esquisser ça sur la partie finance. C'est ce que vous attendez de la présidence brésilienne de cette COP. Exactement. Et commence à dire comment on avance. Qui fait quoi à quel moment réunir les gens l'année prochaine à quelques moments pour vraiment faire le point sur l'avancement. Et c'est ça, mettre la pression. Parce que si on se contente d'avoir une belle photo du président de la COP avec quelques ministres, PDG et une vedette de cinéma, parce que ça passe bien sur les réseaux sociaux, l'initiative n'a de durée de vie que celle de la photo. Il faut vraiment maintenant passer vraiment dans cette logique de service après-vente. Merci beaucoup, Paul Watkinson. On va se souhaiter une bonne COP 30 au Brésil. À bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.